Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire en partenariat avec le CNGOF. Je suis ravi de vous accueillir ce soir avec le professeur Garbi et le professeur Thubert pour aborder un sujet d'une grande importance et d'une grande sensibilité, ce qu'on appelle les fausses couches, qu'elles soient tardives ou précoces ou tardives plutôt. Nous avons le privilège pour aborder cette thématique de recevoir deux spécialistes dans le domaine, le docteur Lola Lousser qui est du CHU de Toulouse et le docteur Charlotte Sonigo de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Je tiens à remercier particulièrement chacun d'entre vous qui êtes là ce soir. Votre participation montre l'importance de ces échanges et notre engagement commun pour améliorer la prise en charge des patientes confrontées à des situations difficiles. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Paul Garbi pour initier ce nouveau webinaire. Merci Grégoire et encore merci à General Electric pour toute l'organisation logistique de ce webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir avec Thibaut et de vous proposer ce webinaire sur cette thématique qui concerne vraiment une problématique du quotidien, que ce soit de manière précoce ou tardive dans les grossesses. Nous allons vous parler des fausses couches. Et d'ailleurs, on va commencer avec Charlotte Sonigo. Est-ce qu'on doit parler de fausses couches ? C'est une très bonne question. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelait antérieurement plutôt les fausses couches et ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui les pertes de grossesse précoces à répétition. Avant de démarrer, c'est justement important de bien connaître la terminologie qu'on emploie et entre nous les professionnels de santé et aussi avec les patientes et la définition de ces pertes de grossesse. Donc tout d'abord, dans la littérature, il y a une hétérogénéité importante où on va parler de fausses couches spontanées, de grossesse arrêtée ou de perte de grossesse, en anglais pregnancy loss. Et c'est ce qui a été retenu, notamment par les nouvelles recommandations de l'ECHRE qui ont été publiées en 2022, de parler de perte de grossesse et est considérée comme une perte de grossesse, toute perte de grossesse depuis la conception jusqu'à la viabilité, considérée par ces recommandations à partir de 24 semaines d'aménorrhée. C'est important de changer nos terminologies, notamment parce que le terme de fausse couche est un terme particulièrement stressant et difficile à vivre pour nos patientes. Maintenant, se pose la question également d'à partir de quand on va parler de perte de grossesse répétée. Là aussi, il y a une hétérogénéité des définitions dans la littérature. Pour ce qui concerne le terme maximal, est-ce qu'on va parler du terme à 10 semaines d'aménorrhée? C'est ce qui a été retenu, on va le voir, pour les pertes de grossesse précoces ou jusqu'à 24 semaines. Est-ce que ces pertes de grossesse doivent être consécutives ou non pour initier un bilan? Et puis le nombre d'événements, on va voir qu'en fonction des différentes recommandations, le nombre de pertes de grossesse peut être différent. En fonction de ces définitions, on sait que la prévalence est relativement importante puisque ça va toucher 1 à 5% des couples. Et donc c'est une problématique particulièrement importante tant sur le plan médical, économique et surtout sur le plan psychologique pour les couples et les femmes qu'on va prendre en charge. Et comme on va le voir, il y a plusieurs recommandations nationales et internationales qui ont été proposées avec des définitions différentes. Je vais surtout aborder les dernières recommandations qui ont été proposées par l'ECHRE en 2022, donc qui sont les plus récentes, qui viennent après notamment des recommandations de l'ECHRE de 2017, donc c'est une adaptation de ces recommandations, et qui viennent derrière les recommandations du CNGOF de 2014, celles de l'ASRM de 2013 et des recommandations britanniques plus anciennes de 2011. Donc dans ces nouvelles recommandations, le diagnostic de la grossesse est, on considère dans ces pertes de grossesse, toute grossesse biologique en dehors des grossesses extra-utérines ou des molidatiformes. Le terme qui a été retenu est de 24 semaines d'aménorrhée, avec une part particulière pour les pertes de grossesse précoces avant 10 semaines d'aménorrhée. Il conseille dans ses recommandations de faire un bilan à partir de 2 pertes de grossesse et a priori pas obligatoirement consécutives. On va commencer par voir les étiologies et les facteurs de risque de ces pertes de grossesse. Le principal facteur de risque qui est bien connu, c'est l'âge maternel. Et on sait notamment qu'après 36 ans, il y a un risque augmenté de perte de grossesse précoce répétée et que cela est dû essentiellement au taux important d'aneuploïdie ovocytaire, qu'on peut appeler de qualité ovocytaire, mais on sait aujourd'hui qu'on n'a pas réellement de marqueur de la qualité des ovocytes, mais on sait qu'il y a plus de risques d'avoir des ovocytes aneuploïdes quand on augmente en âge et donc d'induire plus de risques de perte de grossesse. Dans les recommandations, ils disent bien que c'est important d'informer les patientes que le risque le plus faible pour les pertes de grossesse est entre 20 et 35 ans et que ce risque augmente largement après 40 ans. C'est important de savoir qu'il y a aussi un impact de l'âge
paternelle, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais que quand l'homme augmente en âge, là aussi, il y a une augmentation importante du risque de fausse couche, qui est certes moins importante que l'âge maternel, mais qui existe également, avec des mécanismes qui ont été proposés, notamment une augmentation des taux de fragmentation de l'ADN spermatique et donc des problèmes de qualité spermatique, des augmentations également des anomalies de la condensation de la chromatine spermatique et puis aussi un peu plus de risque d'aneuploïdie. Il y a plusieurs études qui ont montré cette augmentation du risque de perte de grossesse avec l'âge paternel et notamment des études en insémination intra-utérine. Les autres facteurs de risque qui sont importants à connaître parce qu'on peut les prendre en charge relativement facilement pour nos patientes, c'est les habitudes de vie. En effet, on sait que la consommation de tabac, que ce soit la consommation de tabac par l'homme ou par la femme, peut largement augmenter les risques de perte de grossesse avec, dans certaines études, certes avec peu d'effectifs, cette étude qui a été publiée en 2011 avec 73 patientes uniquement, mais il y a quand même un risque qui est multiplié par 5 de risque de perte de grossesse précoce lorsqu'il y a un tabagisme actif. Il y a plusieurs questions également qui vont se poser, notamment quant à la consommation de caféine, avec des études qui sont un peu moins claires, mais quand même potentiellement une augmentation du risque avec une consommation de café de plus, par exemple, de 2 tasses par jour. Donc ça, c'est des conseils qu'on peut donner assez facilement à nos patientes en consultation. Et puis des questions qui se posent également sur la consommation d'alcool, mais pas de seuil n'a été défini aujourd'hui dans la littérature. D'autres causes qu'on peut retrouver, notamment les malformations utérines. Donc il y a des classifications des malformations utérines qui ont été proposées et on sait que les anomalies congénitales, et notamment les utérus cloisonnés, ou certaines anomalies acquises, comme des polypes, des synéchies ou des myomes sous-muqueux, peuvent être considérées comme des risques de perte de grossesse précoce. D'autres questions vont se poser également sur des causes utérines et notamment l'impact éventuellement d'une endométrite chronique. C'est très difficile de pouvoir réellement répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de définition claire aujourd'hui d'endométrite chronique dans la littérature. On sait que l'endométrite chronique, c'est une inflammation chronique de l'endomètre et plusieurs critères diagnostiques ont été proposés et essentiellement des critères histologique, donc il faut faire une biopsie de l'endomètre et demander une recherche particulière d'un marqueur spécifique qui s'appelle le CD138 qui permet de marquer des lymphocytes et donc de éventuellement poser le diagnostic de ces endométrites chroniques. La question qui se pose, c'est quelle est l'étiologie exacte de ces endométrites chroniques. Il y a peu de définitions claires dans la littérature. Et puis, est-ce qu'un traitement de ces endométrites chroniques permettrait d'améliorer ou d'éviter les pertes de grossesse à l'issue ? Et donc, des études supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre l'impact de l'endométrite chronique sur les risques de fausse couche et les traitements qu'on peut proposer. Ensuite, on va parler maintenant des facteurs de risque vraiment maternels et notamment l'obésité. Et on sait que le surpoids et l'obésité est un facteur de risque qu'on peut prendre en charge pour nos patientes. Et plusieurs études ont montré, on le verra, que la perte de poids peut diminuer les risques de perte de grossesse. Alors, il faut faire très attention quand on va parler de ce facteur-là aux patientes pour pas induire de stress et leur dire que ça peut avoir un effet bénéfique non seulement sur les pertes de grossesse, mais aussi sur le reste des paramètres pour ces patientes. Il y a certaines pathologies maternelles qui peuvent être aussi à risque de perte de grossesse, et notamment le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une pathologie très fréquente, qui touche 10 à 15% de la population. Et on sait qu'il peut y avoir des anomalies endométriales qui peuvent induire des risques de perte de grossesse chez ces patientes, et que la prise en charge, notamment du syndrome métabolique dans le syndrome des ovaires polykystiques, permet de diminuer le risque de perte de grossesse. Dans les autres pathologies maternelles qu'on va retrouver qui sont à risque de perte de grossesse, et essentiellement les pathologies endocriniennes. Notamment, un diabète déséquilibré est clairement un facteur de risque. Se posent des questions sur les hyperprolactinémies, et on sait que quand il y a une hyperprolactinémie, ça peut avoir un impact sur l'endomètre, et donc potentiellement créer des anomalies pendant la phase lutéale, et donc des mauvaises placentations et des risques de perte de grossesse précoce. Les autres pathologies endocriniennes qui sont clairement reconnues comme étant des facteurs de risque sont les pathologies thyroïdiennes, et essentiellement les hypothyroïdies, qu'elles soient cliniques ou infracliniques, et notamment avec la présence d'auto-anticorps antithyroïdiens qui peuvent clairement avoir un impact sur ces risques-là.
Il y a d'autres pathologies qu'on retrouve également comme étant à risque de perte de grossesse, notamment le syndrome des antiphospholipides. Et dans ce cadre-là, même les pertes de grossesse précoces font partie des critères diagnostiques du SAPL. C'est vraiment une pathologie qu'il est important de rechercher parce qu'il y a des thérapeutiques, pour le coup, qui peuvent être proposées et qui ont été reconnues comme diminuant dans les suites les risques de perte de grossesse pour les grossesses ultérieures. Enfin, il y a des carences vitaminiques et d'autres troubles métaboliques qui peuvent éventuellement également être à risque avec des traitements possibles et faciles pour nos patientes, notamment les carences en vitamine B9 et B12 ou la carence en vitamine D. Dans les autres causes qu'il est important d'évoquer, c'est les causes génétiques et on sait qu'il y a des anomalies chromosomiques parentales, notamment des translocations ou des inversions qu'on peut retrouver autant chez l'homme que chez la femme, qui peuvent induire des aneuploïdies embryonnaires et donc dans les suites des pertes de grossesse. Et ça, on peut les rechercher et proposer des interventions particulières pour nos patientes. On en parlera après. Il y a d'autres questions qui peuvent se poser sur d'autres types de mutations, notamment des mutations dans le cadre des risques de thrombophilie, comme des mutations du facteur 5, du facteur 2. À propos de ce sujet-là, les résultats sont plutôt contradictoires et notamment la prise en charge est très controversée avec pas d'étude qui a clairement montré qu'il y a une thérapeutique qu'on peut proposer pour ces patientes. Sachant que ces mutations sont relativement fréquentes dans la population générale, on va le voir, la recherche de ces mutations en dehors d'antécédents familiaux ne sont pas recommandées. Et puis il y a d'autres polymorphismes génétiques qui sont en cours aujourd'hui de recherche, qui peuvent éventuellement être proposés, mais vraiment dans le cadre de la recherche aujourd'hui. Enfin, et on en a déjà un peu parlé avec l'âge paternel, il ne faut pas oublier d'explorer également le terrain masculin. Parce qu'on sait que, notamment des taux élevés de fragmentation d'ADN, qu'on peut retrouver soit chez les hommes plus âgés, comme on l'a vu au départ, mais aussi liés au tabac, à la consommation d'alcool, etc., peuvent avoir clairement un impact sur les pertes de grossesse et que améliorer le terrain et les habitudes de vie de l'homme comme de la femme peuvent clairement diminuer le risque de perte de grossesse dans les suites. Une question qui se pose toujours et que les patientes vont toujours nous poser, c'est l'impact éventuellement du stress sur les pertes de grossesse. Alors c'est toujours très difficile d'évaluer le stress chez nos patientes et on sait que de toute façon, quel que soit l'impact possible, une approche psychologique est primordiale dans la prise en charge de ces patientes. Et donc c'est très important de le prendre en charge, mais de ne pas culpabiliser les patientes encore plus parce qu'elles ont toutes régulièrement une culpabilisation quand elles font plusieurs pertes de grossesse. Maintenant qu'on a vu les différents facteurs de risque et les étiologies possibles, on peut voir le bilan qu'on peut proposer. Avant de voir le bilan à proposer, il faut savoir quels sont les objectifs du bilan et c'est ce qui fait que les bilans en fonction des différentes recommandations peuvent être différentes. Il y a certains facteurs qu'on va rechercher qui vont juste nous permettre de comprendre ou d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des pertes de grossesse à répétition chez nos patientes. Et parfois, on va retrouver une anomalie, par exemple, mais il n'y a aucune thérapeutique qui va être proposée. Donc, selon certaines recommandations, ce type d'anomalie ne doit pas être recherché. Avec les recommandations plus récentes, il est plutôt montré aujourd'hui que ça peut toujours valoir le coup de faire ce bilan parce que le fait de comprendre et de proposer une cause aux patientes peut les aider à mieux vivre la suite de la prise en charge. Ensuite, le bilan va également nous permettre d'apporter une information sur le pronostic pour les grossesses ultérieures. Et puis, surtout, quand on retrouve des pathologies pour lesquelles un traitement et une prise en charge efficace est proposé, c'est vraiment le bilan le plus important à réaliser. Donc, toujours commencer par un interrogatoire, et un interrogatoire important, et comme on l'a vu, des deux membres du couple, qui doivent vraiment s'attacher à bien explorer le mode de vie de nos patientes et puis d'évoquer aussi le vécu émotionnel parce qu'on va voir qu'une prise en charge psychologique est vraiment important et de cocooner ces patientes, on va le voir, permet clairement d'améliorer et de diminuer un peu les risques de perte de grossesse ultérieure. Et donc quand on interroge sur le mode de vie, encore une fois, bien interroger sur le mode de vie de l'homme et de la femme parce qu'on sait que améliorer le mode de vie peut diminuer le risque de perte de grossesse ultérieure. Dans les bilans complémentaires qu'on peut proposer, on l'a vu, on peut proposer un bilan génétique avec un karyotype parentaux pour les deux membres du couple. On peut éventuellement, dans des situations particulières, proposer une analyse génétique du produit de fausse couche, plus ou moins à visée explicative et en fonction des résultats. Il y a certaines thérapeutiques qui parfois être proposées, mais ça, c'est vraiment pas fait en routine aujourd'hui.
On peut proposer chez la femme et chez l'homme un bilan métabolique, et notamment une glycémie à jeun, plus ou moins une AGPO chez les femmes notamment qui présentent une obésité, ou chez les femmes chez qui on suspecte un syndrome des ovaires polykystiques et la recherche d'une insulinorésistance. Et là, on peut proposer des traitements particuliers à ces patientes. On va associer dans le bilan métabolique la recherche d'une hémoglobine glyquée. Toujours proposer une échographie pelvienne en 2D et en 3D à la recherche de malformations utérines. Et toujours également proposer un bilan thyroïdien avec une TSH mais aussi des auto-anticorps parce qu'on sait que les traitements peuvent permettre de diminuer les risques de perte de grossesse dans les suites. Les questions qui se posent sont sur le bilan hormonal de compléter notamment avec un dosage de la prolactine. Et on sait que quand on a des prolactines un peu élevées, on peut proposer des traitements qui pourraient peut-être diminuer les risques de perte de grossesse ultérieure. Mais là, les données sont un peu moins claires dans la littérature. Et puis rechercher éventuellement, chez les femmes plutôt qui ont des facteurs de risque, faire un dosage de la 17-OH-progestérone à la recherche d'un bloc en 21-hydroxylase. Dans le reste du bilan complémentaire qu'on peut proposer, bien évidemment, il faut rechercher un SAPL avec la recherche d'anticoagulants circulants. On peut éventuellement proposer une biopsie de l'endomètre à la recherche d'une endométrite chronique, mais comme je l'ai dit au départ, les données sont un peu moins claires, mais c'est important d'avoir de plus en plus de données pour faire avancer la recherche et éventuellement améliorer les prises en charge dans les suites. Un bilan vitaminique complet peut être proposé, mais on sait qu'une supplémentation déjà peut être proposée quels que soient les résultats du bilan vitaminique. Et chez l'homme, proposer une fragmentation de l'ADN pour essayer d'améliorer les modes de vie et éventuellement de proposer des antioxydants qu'on peut proposer dans ces situations-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'indication dans les différentes recommandations à proposer un bilan de thrombophilie, sauf en cas d'antécédents familiaux. Et puis, il n'est pas nécessaire d'évaluer systématiquement la réserve ovarienne, parce qu'on sait que ce qui va impacter le plus vraiment, c'est l'âge de la patiente et pas sa réserve ovarienne sur le risque de perte de grossesse. Aujourd'hui, on sait que quand on va faire un bilan complet, dans plus de 50% des cas, les pertes de grossesse répétées vont rester idiopathiques, et c'est ce qu'on voit ici en jaune, dans une étude très récente, publiée en 2024, que quand on fait un bilan complet, on retrouve, dans la majorité des cas, une absence de cause identifiée. Une fois qu'on va recevoir ces patientes en consultation, il faut leur proposer des prises en charge adaptées, avec une prise en charge spécifique et si possible dans des centres spécialisés où l'objectif est non seulement de proposer des thérapeutiques dont on parlera après, mais surtout d'expliquer aux patients les risques, de les entourer, de faire un bilan et puis de planifier une prise en charge, et on va le voir, de cocooner ces patientes, et ça on va le voir, ça peut permettre réellement de diminuer les risques de perte de grossesse ultérieure. Pendant cette prise en charge spécifique, c'est important de faire un entretien médical comme on en a parlé, de répondre aux questions des patientes et de les rassurer, notamment des patientes qui vont beaucoup culpabiliser d'avoir eu plusieurs pertes de grossesse. Faire un bilan adapté et complet et surtout prévenir les couples que le bilan peut être normal, et c'est important de les prévenir en amont que parfois on ne va rien trouver. Quand on va proposer ce bilan, c'est important d'avoir des moyens adaptés et notamment des échographistes de référence, d'avoir la possibilité d'avoir accès à une diététicienne ou une nutritionniste pour améliorer notamment les modes de vie, et puis de pouvoir informer sur les étiologies et la prise en charge adaptée. Il faut proposer aux patientes, quand elles le souhaitent, d'être réassurées et éventuellement un suivi avec une psychologue ou quel que soit le type de suivi, les patientes qui ne sont pas prêtes à être vues en consultation par des psychologues, les autres thérapeutiques comme la sophrologie, l'hypnose peuvent éventuellement aussi aider les patientes à mieux vivre ces situations. Il faut les informer sur les pronostics et puis éventuellement proposer des protocoles de recherche. On a mis en place, nous, à l'hôpital à Clamart, et il y a plusieurs autres hôpitaux qui ont mis en place ce type aussi d'hospitalisation de jour qui permet, en une journée, de faire un point global et de proposer un suivi vraiment adapté avec des psychologues, des diététiciennes et un bilan complet sur la même journée. On propose systématiquement un bilan de l'homme et de la femme et plusieurs consultations, et il y a vraiment un très bon vécu de ce type de consultation par nos patientes. Une fois qu'on a proposé toute cette hospitalisation de jour ou ce bilan, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patientes ? Tout d'abord, avant de retenter une nouvelle grossesse, on peut, en fonction de ce qu'on a eu à l'interrogatoire, essayer d'améliorer le style de vie, diminuer, voire arrêter complètement si possible la consommation de tabac, diminuer la consommation d'alcool, accompagner les patientes pour une perte de poids et essayer d'améliorer leur alimentation.
c'est important de proposer systématiquement de l'acide folique, non seulement pour éventuellement le risque de perte de grossesse, mais surtout, c'est une thérapeutique qui est proposée à toutes les femmes qui a un projet de grossesse pour éviter les malformations. Et puis, dès que la patiente est enceinte, et dès le départ, on peut leur proposer ce qu'on appelle un cocooning, donc des échographies répétées jusqu'à 14 semaines, associées à un soutien psychologique. Nous, par exemple, on propose une échographie une semaine sur 2 et une consultation, une téléconsultation les autres semaines pour vraiment accompagner les patientes. Et il y a plusieurs études qui ont clairement montré que ce cocooning, qu'on appelle également le Tender Loving Care, permet de diminuer les risques de perte de grossesse au moment des grossesses ultérieures. Ensuite, bien évidemment, quand on a trouvé une thérapeutique, quand on a trouvé une étiologie, il y a des prises en charge étiologiques adaptées, corriger une carence vitaminique, traiter une hypothyroïdie, proposer des anticoagulants et d'aspirine dans le cadre des SAPL. Et puis, on peut également, même s'il y a moins de preuves réelles dans la littérature, proposer des thérapeutiques, par exemple des antibiotiques quand on retrouve une endométrite chronique, prendre en charge une insulinorésistance quand on retrouve un diabète ou un syndrome des ovaires polykystiques et adapter la prise en charge. Il faut savoir que c'est très difficile quand on a des patientes chez qui on retrouve quelque chose dans le bilan de rien leur proposer, même si les thérapeutiques n'ont pas été clairement prouvées dans la littérature. Il faut juste les informer que parfois c'est pas prouvé, mais qu'on peut quand même leur proposer une thérapeutique. Maintenant, la question qui va se poser, et comme on l'a vu, c'est plus de 50% des cas, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patientes s'il n'y a pas d'étiologie qui a été retrouvée? Il y a énormément d'études qui ont recherché l'intérêt de divers traitements, par exemple l'aspirine, l'héparine de bas poids moléculaire, les corticoïdes, l'immunothérapie, des perfusions d'intralipides ou d'autres types de traitements comme le scratching, qui est une biopsie de l'endomètre au préalable, ou la progestérone. Finalement, avec toutes ces thérapeutiques, il y en a très peu qui ont réellement montré leur efficacité. Il y a une étude récente qui a montré que éventuellement des immunothérapies intraveineuses pourraient diminuer le risque de perte de grossesse ultérieure, mais uniquement chez les femmes qui ont eu plus de 4 pertes de grossesse précoces. Et puis la seule chose qui est plutôt démontrée aujourd'hui, c'est l'intérêt d'un traitement par progestérone à proposer en début de grossesse, même s'il y a certaines études qui sont contradictoires sur la progestérone finalement pour toutes les patientes, il y a clairement un intérêt qui a été montré chez les patientes qui ont présenté plus de 3 pertes de grossesse et surtout, et c'est ce qu'ils ont mis dans les nouvelles recommandations, si elles ont des saignements en tout début de grossesse ou des saignements en phase lutéale, même en l'absence de grossesse, qui pourraient montrer qu'il n'y a pas suffisamment de sécrétion de progestérone par le corps jaune et que un apport supplémentaire de progestérone pouvait diminuer les pertes de grossesse ultérieures. En pratique, on propose de la progestérone micronisée, 400 mg par jour en 2 prises, matin et soir, et jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les pertes de grossesse à répétition sont relativement fréquentes et touchent 1 à 5% des couples. Il y a un impact émotionnel important qu'il est important de prendre en charge. C'est important également de rassurer les patientes sur le pronostic ultérieur. Il y a des études qui ont montré que le pronostic ultérieur est quand même bon pour les patientes, notamment en fonction de l'âge, et que plus de 50% des grossesses ultérieures peuvent évoluer favorablement pour les patientes en fonction de l'âge et du nombre de pertes de grossesse antérieures. Il est également très important de rechercher les facteurs de risque. On a vu, il y en a plusieurs, chez l'homme comme chez la femme. Même si on sait que dans une grande majorité des cas, on ne va pas retrouver de cause, il faut vraiment explorer au maximum dans le but de retrouver des étiologies ou des facteurs de risque qu'on peut améliorer. Et puis, la prise en charge doit être ciblée si on retrouve une cause particulière. Vraiment essayer d'améliorer le mode de vie. Ça peut que même permettre de mieux vivre la prise en charge pour les patients, pour l'homme comme pour la femme, de proposer un soutien psychologique, proposer systématiquement une supplémentation en vitamine D et en acide folique, et puis proposer des échographies répétées en cas de début de grossesse. En cas d'infertilité inexpliquée, on peut discuter un traitement par progestérone dès le début de la grossesse, essentiellement si les patientes ont eu plus de 3 pertes de grossesse ou si elles ont des saignements. À ce jour, il n'y a pas d'indication systématique à proposer de l'aspirine, des HVPM, des corticoïdes ou des autres thérapeutiques qui ont été proposés.
Il faut adapter, comme je l'ai dit, le traitement en fonction du terrain et des causes éventuellement retrouvées. Et puis ne pas hésiter à discuter du dossier de ces patientes en staff avec nos collègues, au moment de réunions pluridisciplinaires, et puis d'essayer d'inclure les patients dans des protocoles de recherche pour essayer d'améliorer les connaissances et de éventuellement pouvoir trouver d'autres types de thérapeutiques adaptés pour nos patientes. Merci beaucoup Charlotte pour ce très bon topo qui est très instructif. Moi j'avais juste une question, on enchaînera après, mais juste une question, parce que c'est vrai que faire un HDJ finalement pour les pertes de grossesse, c'est hyper bien. Toutes les patientes ont l'ensemble du bilan exhaustif, ou est-ce que vous faites quand même un tri? Parce qu'on sait que par exemple 80% de la population est carencée en vitamine D. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire un dépistage de la carence? Il y a certaines choses finalement, peut-être qu'on fait des bilans qui ont des utilités à fin de recherche, mais finalement en pratico-pratique, est-ce que c'est... Alors c'est une très bonne question. Nous effectivement, toutes les patientes ont l'ensemble du bilan, notamment parce qu'on veut rentrer, parce qu'on a un protocole de recherche qu'on met en place avec toute la PHP pour vraiment essayer de retrouver les facteurs de risque pour tout le monde. Donc on a un bilan qui est exhaustif. Même si une partie du bilan a déjà été faite, parce que souvent elles sont adressées... Alors ça dépend, effectivement. Quand une partie du bilan a été faite, ça nous arrive de ne pas refaire, et à ce moment-là on le met. Ça dépend du moment où le dosage a été réalisé. Si on les voit par exemple au bout de la 4e ou 5e période de grossesse et qu'elles ont fait le bilan après la première, on peut remettre à jour le bilan, sauf bien évidemment le bilan génétique ou ce type de bilan. Après, pour la vitamine D par exemple, on va proposer, nous, systématiquement à toutes nos patientes, une supplémentation en vitamine D. Après, je pense que, outre l'effet de la recherche, pour certaines patientes, le fait d'avoir quelque chose, ça peut les aider psychologiquement à se dire, bah voilà, on va proposer, on va avoir une thérapeutique adaptée et peut-être que ça peut les aider sur le plan psychologique. Mais effectivement, nous maintenant, la vitamine D, on le propose à tout le monde. On a plus que 80% des patients, notamment en région parisienne, qui sont carencés. Elles ont systématiquement une ordonnance de vitamine D sur les ordonnances de sortie avant même d'avoir les résultats du bilan. Ça marche. Merci beaucoup. On va passer au topo suivant sur les pertes fétales tardives qui va être présenté par Lola Loussert, qui est chef de clinique au CHU de Toulouse. Merci beaucoup Lola. Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet aujourd'hui. Et donc moi, effectivement, dans la suite du topo de Charlotte, je vais parler d'un événement qui arrive un peu plus tardivement dans la grossesse, des pertes fétales tardives. Alors comme pour les pertes de grossesse précoce, les définitions varient un petit peu en fonction de la société savante. Et la définition française qui a été retenue par le collège, c'est l'expulsion spontanée d'une grossesse entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée. Donc c'est le seuil de 22 semaines d'aménorrhée qui a été choisi pour différencier les fausses couches tardives des accouchements prématurés. Mais évidemment, il existe un continuum entre une perte de grossesse tardive et des accouchements prématurés spontanés très précoces, avec des points communs, notamment en termes de facteurs de risque et de prise en charge. Heureusement, c'est un événement qui est rare, qui concerne moins d'1% des grossesses, ce qui implique aussi qu'on a peu de données sur ces patientes-là au vu de la prévalence. Les dernières recommandations qui se sont intéressées spécifiquement à ces événements-là, c'est les recommandations du collège de 2014. Donc elles datent de 10 ans et depuis, heureusement, on a quelques données supplémentaires qui nous permettent une analyse un peu différente que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, quel bilan faut-il faire dans les suites d'une perte de grossesse tardive? Déjà, je crois que c'est important d'organiser une consultation dédiée au bilan et de ne pas juste prescrire ce bilan dans les suites immédiates de la perte de grossesse, parce que les patientes, elles ne sont pas en état d'entendre nos explications et de comprendre l'intérêt de ce bilan. L'objectif principal, c'est de rechercher des facteurs favorisants de cette fausse couche tardive et de s'orienter sur une hypothèse pour le mécanisme qui a été responsable de cet événement chez ces femmes-là. Donc, dans un premier temps, il faut s'attacher à recueillir les caractéristiques de la mère, son âge, est-ce qu'elle présente des pathologies chroniques, est-ce qu'il s'agissait d'une première grossesse ou est-ce qu'elle a d'autres antécédents obstétricaux.
il faut s'attacher à recueillir aussi les caractéristiques de la grossesse qui avait été marquée par la fausse couche tardive, le mode de fonctionnement, le mode de conception, pardon. Est-ce que c'était une grossesse singleton ou multiple? Est-ce que la fausse couche était survenue dans les suites d'un prélèvement invasif? Est-ce qu'il y avait des anomalies fétales, des suspicions d'infection materno-fétale? Est-ce que la femme avait présenté des métrorragies, une rupture des membranes? Est-ce qu'elle a présenté des contractions, un col qui s'était raccourci? Et est-ce qu'elle avait eu des traitements? Enfin, on recueille également les caractéristiques de la perte de grossesse. Dans quelles circonstances est-ce qu'elle était survenue? Est-ce qu'elle s'était accompagnée de symptômes particuliers? Est-ce que la patiente rapporte des douleurs? Également, est-ce qu'on retrouve une mort fétale in utero? Et si c'est le cas, pour le bilan, je vous renvoie au RPC du collège qui ont été présentés la semaine dernière. Et enfin, est-ce qu'on a des arguments pour évoquer une infection intra-utérine? Et notamment, est-ce qu'on a eu un examen bactériologique du placenta qui avait été demandé? Donc tout ça, c'est des éléments qu'on recueille à l'interrogatoire. Ensuite, dans un deuxième temps, on recherche des malformations utérines ou des anomalies utérines intracavitaires. Alors pourquoi rechercher des malformations utérines chez ces femmes-là? Parce que les malformations utérines augmentent le risque de perte de grossesse tardive. Dans cette méta-analyse, on retrouvait pour les patientes qui ont un utérus cloisonné un risque presque 4 fois plus important. Et chez les patientes qui ont un utérus bicorne, un risque 2 fois plus important de fausse couche tardive. Alors, il faut rechercher les malformations utérines. Quel examen d'imagerie est-ce qu'on peut leur proposer pour faire cette recherche? Très souvent, l'examen qui est proposé en première intention, c'est l'échographie pelvienne 3D avec réalisation d'une coupe coronale, avec en exemple sur cette diapo, au milieu un utérus cloisonné et à droite un utérus bicorne. On peut également compléter notre examen par une hystérosonographie en instillant du sérum physiologique dans la cavité utérine. Ça peut aider au diagnostic et c'est à l'appréciation de la personne qui fait l'échographie. On peut également prescrire une IRM pelvienne pour faire cette recherche. Ça doit pas être fait de manière systématique, notamment du fait de son coût et parfois de difficultés d'accès à cet examen. Ça peut aider en cas de difficulté lors de l'échographie. En revanche, l'hystérosalpingographie est non recommandée pour rechercher des malformations utérines dans cette indication-là, parce que ses performances diagnostiques sont moindres. Alors, si au décours du bilan, on diagnostique un utérus cloisonné chez une femme qui a un antécédent de perte de grossesse tardive, est-ce qu'il y a un intérêt à lui proposer une section de la cloison pour diminuer son risque de récidive? C'est la question que se sont posées les auteurs de cette méta-analyse et ils ont comparé les issues obstétricales de patientes qui avaient eu une section de cloison versus de patientes qui avaient un utérus cloisonné et qui n'avaient pas eu d'hystéroscopie résection. Concernant les fausses couches spontanées, donc en regroupant les fausses couches précoces ou tardives, les patientes qui avaient une section de cloison avaient une fausse couche dans 17% des cas versus 44% chez celles qui n'avaient pas eu de traitement. Donc là, un traitement qui semble bénéfice sur cet outcome. En revanche, pour le risque d'accouchement prématuré, là, le risque semble très similaire que la patiente ait eu ou pas un traitement. Les conclusions de cette méta-analyse ont été nuancées récemment par un essai contrôlé randomisé qui est sorti en 2021, qui a inclus des patientes qui avaient un utérus cloisonné et qui ont été randomisées attitude expectative versus résection de cloison. Les résultats là sont assez différents et posent question parce que pour ce qui est des pertes de grossesse spontanées, donc précoces ou tardives, 28% parmi les patientes qui ont eu une résection de cloison et seulement 13% parmi les patientes qui ont une attitude expectative. Donc, c'est pas un résultat significatif du fait du très faible effectif, mais quand même un risque qui sur l'estimation ponctuelle, semble différent. Et pas de différence sur le risque d'accouchement avant 37.
Cependant, cette étude, elle a été largement critiquée, elle présente de nombreuses limites, un effectif très faible, et puis ça pose question parce qu'ils ont mis 10 ans pour inclure 80 femmes, alors que c'était un essai international multicentrique. Donc on peut se poser la question de quelles sont les femmes qui ont réellement été incluses dans cet essai. Est-ce qu'elles sont vraiment représentatives de cette population? Et il y a probablement un biais de sélection dans cette étude. De plus, la population qui était incluse, les critères d'inclusion étaient assez hétérogènes. 40% des femmes, c'était sur un critère d'infertilité, et les pertes de grossesse ou accouchements prématurés représentaient qu'une partie des femmes. Donc finalement, cet essai, il est critiquable et je ne crois pas qu'il faille remettre en question les recommandations sur la seule base de cet essai. Donc chez les patientes avec une cloison utérine et un antécédent de perte de grossesse tardive, il est recommandé de sectionner leur cloison utérine par hystéroscopie. Alors, qu'en est-il des autres pathologies utérines? Chez les patientes qui présentent un utérus en T, U1A, la réalisation d'une métroplastie d'agrandissement peut être discutée avec un niveau de preuve très faible, peu d'études sur cette population-là. Chez les patientes qui ont un utérus bicorne, en revanche, pas de prise en charge chirurgicale à leur proposer. Le bilan qu'on réalise à l'issue de cet événement-là, il sert notamment à s'orienter sur le mécanisme de survenue de la fausse couche tardive, ce qui permet d'informer la patiente, déjà pour qu'elle puisse comprendre et mieux s'approprier ce qui lui est arrivé, et puis aussi parce que ça permet d'affiner l'information qu'on lui donne, à la fois sur le risque de récidive et sur les possibilités de prise en charge pour une grossesse ultérieure. Les facteurs étiologiques qui sont évoqués et qu'on retrouve, ils sont encore incomplètement compris et ils sont souvent intriqués les uns avec les autres. Les principaux facteurs étiologiques qui sont décrits, c'est donc une infection cervico-vaginale, une infection intra-amniotique qui peut être secondaire ou non à une infection cervico-vaginale. Dans un tout autre cadre, les anomalies anatomiques cervico-utérines et l'insuffisance cervicale. Alors 2 mots sur l'insuffisance cervicale, de quoi s'agit-il? C'est un concept physiopathologique qui actuellement n'a pas été défini de manière consensuelle. Son diagnostic, il est clinique et souvent évoqué de manière rétrospective en reprenant l'histoire obstétricale de la patiente en cas d'antécédent de fausse couche tardive et ou d'accouchement prématuré spontané avec une dilatation cervicale asymptomatique. Donc vous voyez que c'est un concept que beaucoup de personnes utilisent, dont tout le monde parle dans ce domaine sans qu'on ait réussi à le définir précisément, ce qui complique un peu la prise en charge de ces patientes. En revanche, ce qui est assez clair, c'est les contextes qui ne doivent pas faire évoquer une insuffisance cervicale, des patientes qui décrivent des contractions douloureuses pendant une période prolongée, les pertes de grossesse qui sont survenues dans un contexte d'hématome ou de métrorragie sur des placentas prévia, et les pertes de grossesse qui sont survenues dans un contexte infectieux. On ne retrouve pas de corrélation anatomo-fonctionnelle stricte, c'est-à-dire qu'un col qui est court n'est pas forcément insuffisant et vice-versa. De nombreuses personnes ont essayé de donner des critères diagnostiques plus objectifs et de trouver des examens pour définir l'insuffisance cervicale. Donc certaines personnes ont essayé de faire des tests en mettant une bougie au niveau du col, de mettre un ballon à l'intérieur et de mesurer des pressions. Et finalement, ces tests, ils n'ont pas été suffisamment évalués et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir dans la pratique clinique de tous les jours. L'insuffisance cervicale, sa prise en charge, est réalisée par la réalisation d'un cerclage. Alors pour une grossesse ultérieure, quels sont les risques pour les patientes qui présentent un antécédent de perte de grossesse tardive ? Cette étude, qui était une étude unicentrique, a comparé 3 groupes de patientes. Sur à gauche, les patientes qui avaient un antécédent de perte de grossesse tardive, au milieu, les patientes qui avaient un antécédent d'accouchement prématuré, et sur la droite, les patientes qui avaient accouché à terme pour leur première grossesse. Et on retrouve pour la grossesse actuelle, en noir, la prévalence de perte de grossesse tardive et en blanc, d'accouchement prématuré. Donc, sans surprise, les patientes qui ont un antécédent de fausse couche tardive, elles ont plus de risques de fausse couche tardive de nouveau et plus de risques d'accouchement prématuré. Donc finalement, que peut-on leur proposer pour une grossesse ultérieure pour essayer de diminuer ce risque de récidive ?
Alors, comme évoqué par Charlotte pour les pertes de grossesse précoces, beaucoup de mesures ont été évoquées pour essayer de diminuer le risque de prématurité spontanée. La progestérone, le traitement de la vaginose bactérienne, le monitorage échographique de la longueur cervicale, la réalisation de cerclage, l'épaisseur. Mais finalement, quelle est l'efficacité de ces mesures-là sur une population de femmes qui a un antécédent de perte de grossesse tardive ? Alors, quand on s'intéresse à cette littérature, on est très vite limité par le fait que les fausses couches tardives, on le disait en introduction, concernent 1% des grossesses, et donc on dispose de très peu de données sur ces femmes. Donc finalement, si ce soir j'avais voulu vous présenter uniquement des études qui incluaient exclusivement des patientes avec un antécédent de grossesse tardive, ce topo aurait été très rapide. Et donc pour s'intéresser à cette population-là, on extrapole les données de populations qui ont inclus des femmes qui avaient un antécédent d'accouchement prématuré spontané très précoce ou de fausse couche tardive. Mais on peut se poser la question de la validité d'extrapoler ces résultats. Alors, l'idéal, c'est de voir ces patientes en consultation préconceptionnelle pour pouvoir discuter avec elles des facteurs de risque qu'on peut essayer de prendre en charge et de définir une conduite à tenir pour la grossesse. Donc, dans un premier temps, on peut leur proposer la prise en charge de facteurs de risque généraux qui devraient être proposés à toutes les femmes, mais qui sont probablement encore plus importants chez ces femmes qu'on sait à haut risque. Donc, de prendre en charge leur pathologie chronique, d'encourager un sevrage tabagique ou de consommation de toxiques. Chez les patientes qui sont en surpoids, de leur proposer un accompagnement pour normaliser leur IMC et leur donner l'information que probablement que l'intervalle optimal entre les grossesses pour éviter le risque d'accouchement prématuré et un intervalle à partir de 6 mois, bien sûr à adapter aux souhaits de la patiente et à son âge. Alors, premier point, est-ce que chez ces patientes-là, il est intéressant de dépister une vaginose bactérienne ? Alors, la vaginose, c'est une dysbiose qui se traduit par un déséquilibre de la flore vaginale avec une multiplication des bactéries anaérobies et conjointement une disparition des lactobacilles protecteurs. La vaginose bactérienne est un facteur de risque de perte de grossesse tardive. Ça, c'est assez clair dans la littérature. Et dans cette revue, on retrouvait un risque de fausse couche tardive 6 fois plus important chez les patientes qui présentaient une vaginose bactérienne. Donc, chez ces femmes-là, d'accord, la vaginose augmente leur risque d'accouchement prématuré, mais est-ce que chez les patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré, le dépistage et traitement de la vaginose permet de diminuer le risque de récidive ? Alors sur cette question, la littérature est moins claire et dans cette méta-analyse, les auteurs donc reprennent les résultats de différentes études qui montrent des résultats très hétérogènes et une majorité d'études qui ne retrouvent pas d'effet bénéfique du traitement de la vaginose chez les patientes qui ont un antécédent. C'est une littérature qui est compliquée à analyser pour plusieurs raisons. Déjà parce que ne serait-ce que le diagnostic de vaginose n'est pas fait de la même façon entre les différentes études. Et puis en plus, une fois que la vaginose est diagnostiquée, les traitements sont différents à la fois sur l'antibiotique utilisé, sur la voie d'administration, sur la durée, sur la posologie. Donc est-ce que ces différences sont dues au moyen de mesurer la vaginose et de la traiter ou est-ce que vraiment c'est parce qu'il n'y a pas d'effet ? C'est difficile de trancher. Et d'ailleurs, les recommandations n'ont pas réussi à trancher. En France, on a une absence de recommandations sur ce point. Et si on s'intéresse aux recommandations américaines ou canadiennes, c'est soit également des absences de recommandations, ou alors une recommandation de ne pas les dépister parce que pas de preuve d'efficacité. Ensuite, parlons de la progestérone. Donc, chez les femmes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ou de perte de grossesse tardive, est-ce que la progestérone permet de diminuer le risque de récidive ? Ça a fait l'objet d'une méta-analyse qui a été publiée dans l'American Journal en 2022 que je vous présente ici. Donc entouré en rouge en bas, c'est les résultats de l'analyse Poulet qui semblent retrouver un intérêt chez ces femmes-là à donner de la progestérone pour diminuer le risque d'accouchement prématuré. En revanche, si on regarde les résultats d'un peu plus près, et là j'ai entouré en rouge uniquement les essais qui étaient à faible risque de biais, qui étaient de bonne qualité méthodologique, et là ces essais ne retrouvent aucun bénéfice de la progestérone, avec des risques relatifs quasiment à 1.
Donc la conclusion des auteurs de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'argument en faveur de l'utilisation de la progestérone vaginale pour prévenir la récidive d'accouchement prématuré ou pour améliorer les issues périnatales dans les grossesses singletons qui ont un antécédent d'accouchement prématuré spontané. Donc ça, c'est pour l'ensemble des patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré. Maintenant, si on s'intéresse aux patientes qui ont un antécédent prématuré et un col court asymptomatique au cours de leur grossesse, est-ce que dans ces cas-là, la progestérone a un intérêt? Et là, les résultats sont beaucoup plus clairs. Oui, chez ces patientes, il semble que la progestérone, si elles ont un col court, permet de diminuer le risque de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré. Donc finalement, la littérature sur la progestérone chez les patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ou de perte de grossesse tardive, elle est très discordante et difficile à interpréter parce que très hétérogène sur le plan de la molécule qui est utilisée, de la voie d'administration orale, vaginale, intramusculaire et de la posologie qui est utilisée. On peut retenir quand même que les données les plus robustes, elles portent sur la progestérone par voie vaginale à une posologie de 200 mg entre 16 et 36 semaines d'aménorrhée. Alors, comment trancher sur la question de la progestérone chez les femmes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré? Les recommandations de différents pays sont discordantes sur le sujet. Donc finalement, même des experts qui, au vu de l'interprétation des mêmes études, sont arrivés à des conclusions différentes. Ça reflète les difficultés d'analyse de cette littérature. Chez les femmes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ou de fausse couche tardive, les recommandations françaises suggèrent d'utiliser la progestérone uniquement en cas de col court. Pareil pour l'American College. La SMFM, qui est également une société américaine, eux suggèrent de discuter avec la patiente l'utilisation de la progestérone. La FIGO recommande l'utilisation de la progestérone en cas d'accouchement prématuré ou de fausse couche tardive, mais précise que son efficacité est incertaine si le col est supérieur à 30 mm. Et les Canadiens, eux, recommandent l'utilisation de la progestérone. Ensuite, qu'en est-il du cerclage ? Donc le cerclage qui est réalisé en première intention, c'est le cerclage de McDonald qui concerne la portion intravaginale du col. Le cerclage cervico-isthmique, lui, est réservé plutôt aux échecs de cerclage de McDonald. Le cerclage, c'est un traitement de l'insuffisance cervicale qu'on a évoqué au début dans les différents mécanismes. Et on distingue deux types de cerclage en fonction de l'indication. Le cerclage prophylactique, qu'on appelle aussi électif, history indicated dans la littérature anglo-saxonne, qui est réalisé au premier trimestre, souvent entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée, et qui, lui, est indiqué sur des antécédents obstétricaux qui sont évocateurs d'insuffisance cervicale. Donc, on fait un cerclage avant d'avoir des modifications cervicales. Le deuxième type de cerclage, c'est le cerclage thérapeutique, qui, lui, est indiqué du fait de modifications cervicales, soit sur une indication échographique, soit sur une indication clinique. Alors, on s'est intéressé à comparer le cerclage prophylactique à la surveillance échographique du col avec cerclage réservé pour les femmes qui présentent un raccourcissement cervical dans la population des femmes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré. Et dans cette méta-analyse, il semble pas y avoir de différence entre ces deux prises en charge chez les patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ou de perte de grossesse tardive. Ensuite, dans une autre étude, les auteurs avaient réalisé une analyse en sous-groupe en fonction du nombre d'événements obstétricaux, fausse couche tardive ou accouchement prématuré. Dans le sous-groupe des patientes qui présentaient un antécédent ou deux antécédents de fausse couche tardive ou accouchement prématuré, on ne retrouvait pas de différence entre cercler la patiente de manière prophylactique au premier trimestre ou alors surveiller leur col de manière échographique et les cercler uniquement en cas de raccourcissement cervical. En revanche, dans le sous-groupe des patientes qui présentaient 3 événements, là, on retrouvait un bénéfice au cerclage prophylactique. Donc, c'est de là que viennent les recommandations françaises qui préconise qu'un seul antécédent de fausse couche tardive n'indique pas la réalisation d'un cerclage à but préventif, qu'il est recommandé de réaliser une mesure de la longueur du col utérin par échographie endovaginale chez ces patientes avec un antécédent et une grossesse singleton, et de réaliser un cerclage uniquement en cas de col inférieur à 25 mm. La conclusion des recommandations, c'est que le cerclage prophylactique, il doit être réservé aux patientes qui ont 3 antécédents de fausse couche tardive ou accouchement prématuré.
Or, on peut quand même se poser des sérieuses questions sur ces conclusions pour plusieurs raisons. Déjà, du fait des limites de la littérature sur ce sujet, parce que finalement, si on regarde précisément les critères d'inclusion de ces études-là, en fait, les femmes, elles ont été incluses indépendamment du fait qu'elles avaient une histoire qui évoquait une insuffisance cervicale ou pas. Certaines patientes ont été incluses si elles avaient accouché jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée, alors qu'on sait que l'insuffisance cervicale, c'est plutôt des accouchements très précoces avant 28 ou 30 semaines d'aménorrhée, que parfois les femmes avaient été incluses même si elles présentaient une histoire obstétricale qui était plutôt évocatrice d'une infection. Et donc, comme le cerclage, c'est un traitement qui est évoqué pour les patientes qui ont une insuffisance cervicale, c'est sûr que si on essaie de le donner à des patientes qui n'ont pas d'insuffisance cervicale, ça sous-estime l'efficacité du cerclage si elle existe. Donc, c'est une littérature qui permet quand même pas tout à fait de conclure sur cette question-là. Et en plus, la surveillance échographique du col, même si c'est très séduisant puisque nous avons des traitements qui marchent chez des patientes qui ont un col court, mesurons le col pour savoir chez qui c'est le plus efficace. Ça semble séduisant, mais il y a des limites importantes quand même, parce que donc on surveille le col, mais quel seuil on utilise pour initier un traitement? En clair, c'est quoi un col court? Pour certains auteurs, c'est 25 mm, 20 mm, 30 mm. Est-ce qu'il faut se baser sur une mesure ponctuelle, ou alors est-ce qu'il faut prendre un pourcentage de réduction entre deux échographies? Parce qu'on sent bien qu'une patiente qui a un col à 30 mm, si la semaine précédente, elle avait un col à 50, c'est quand même un peu différent de si elle avait un col à 32. Tous les combien est-ce qu'il faut réaliser ces mesures du col? Et enfin, certes, ça permet d'éviter le cerclage pour une partie des femmes, mais on sait que le cerclage thérapeutique, c'est moins efficace que le cerclage prophylactique. Et il semble que le cerclage prophylactique au premier trimestre, c'est une mesure qui est peu morbide. Donc finalement, en pratique, en cas de 2 antécédents de fausse couche tardive ou accouchement prématuré ou plus, la grande majorité des praticiens proposent un cerclage prophylactique. Et alors, qu'en est-il des patientes qui ont un antécédent de fausse couche tardive dans un contexte qui est très évocateur d'insuffisance cervicale ? Les recommandations américaines, c'est de proposer un cerclage prophylactique. Et en France, on avait réalisé une enquête de pratique. On a interrogé, dans le cadre de la thèse de Chloé Lian, que je remercie pour ce tableau, on les avait interrogés sur leur pratique en cas d'un antécédent de fausse couche tardive. Et on voit que presque la moitié des centres interrogés, finalement, proposaient aux patientes un cerclage prophylactique dès le premier événement de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré, si l'histoire était très en faveur d'une insuffisance cervicale. On avait souhaité comparer ces pratiques-là au vu de l'hétérogénéité chez les patientes qui avaient un antécédent unique de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré avant 28. On a comparé une politique de cerclage prophylactique dans un centre parisien qui avait ce protocole-là à notre protocole toulousain qui était de faire une surveillance échographique de la longueur cervicale. C'est donc une étude comparative rétrospective ici et ailleurs, donc ce qui n'est pas le meilleur niveau de preuve pour conclure, je vous l'accorde. Sur le critère de l'accouchement avant 34 semaines d'aménorrhée, il y avait 15% des patientes dans le groupe, dans le centre qui cerclait, versus 25% dans notre centre avec la surveillance échographique. Donc finalement, après ajustement sur des facteurs de risque d'accouchement prématuré, la politique de cerclage prophylactique semblait meilleure pour prévenir le risque d'accouchement prématuré. Et enfin, qu'en est-il du PCR? Alors là, les résultats des dernières études sont assez clairs. Il n'y a pas d'indication à une pose de PCR chez les femmes qui ont un antécédent de perte de grossesse tardive. Toutes les mesures dont j'ai parlé jusque-là, elles s'adressaient aux patientes avec des grossesses singletons. Malheureusement, les données chez les grossesses gémellaires, elles sont beaucoup plus limitées. Et là, sur la première colonne, on retrouve les mesures qui s'adressent à l'ensemble des patientes qui ont une grossesse gémellaire. On retrouve pas de bénéfice des traitements par progestérone, cerclage ou PCR en prévention de la prématurité. Et pas non plus chez les patientes qui ont une grossesse gémellaire et un col court. Donc vous l'aurez compris, la littérature sur ce sujet, elle n'est pas facile à analyser, et notamment parce que la fausse couche tardive, c'est probablement pas un événement qui est très homogène et qui regroupe plusieurs situations différentes, et que la perte de grossesse tardive semble être l'issue commune de plusieurs processus pathogènes et mécanismes distincts.
Et la majorité des études incluent l'ensemble des femmes avec un antécédent de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré, sans distinction du mécanisme, alors qu'il semble quand même que les mesures préventives qui ciblent l'un ou l'autre des mécanismes n'ont pas la même efficacité en fonction de la population des femmes à qui on s'intéresse. Le dépistage de la vaginose bactérienne, elle est probablement plus bénéfique en cas de mécanisme infectieux ou inflammatoire. On sait que l'efficacité de la progestérone est probablement différente en fonction de facteurs intrinsèques aux femmes, génétiques, hormonaux. La prise en charge chirurgicale, elle est bien sûr plus adaptée aux patientes qui ont une anomalie anatomique au niveau de l'utérus. Et enfin, le cerclage cervical, c'est un traitement de l'insuffisance cervicale. Donc finalement, pour pouvoir proposer le meilleur traitement à ces patientes, c'est important de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques pour pouvoir leur proposer un traitement adapté à chaque femme en fonction de ses facteurs de risque et de son histoire obstétricale. Il faudrait comprendre quel traitement pour quelle patiente. Un point qui me semble essentiel pour ces patientes-là, c'est de les accompagner lors d'une grossesse ultérieure. On sait que c'est des patientes qui sont très anxieuses et qui gardent vraiment des séquelles de leur grossesse précédente. Souvent, une nouvelle grossesse, c'est l'occasion d'une majoration des symptômes anxieux et dépressifs, qui semblent d'ailleurs plus précoces si la nouvelle grossesse, elle survient dans l'année qui suit la perte de grossesse tardive. C'est souvent des patientes, on le constate tous, qui consultent de manière très répétée aux urgences pour des motifs variés, parce qu'elles sont particulièrement attentives à leurs symptômes. Et c'est important de prendre le temps d'écouter leurs craintes, de ne pas banaliser leurs symptômes, parce que c'est souvent ce qu'elles reprochent aux professionnels de santé pour leur première grossesse. Et ça fait intégralement partie de leur prise en charge, je crois, que de savoir les accompagner sur ce plan-là. Enfin, je pense que c'est important que le médecin qui suit la patiente prenne le temps, lui, d'écouter la femme et de la rassurer. Mais il faut savoir aussi se faire aider par un psychologue ou un psychiatre et leur proposer de rencontrer des associations de patientes qui ont tout leur rôle à jouer dans ces situations-là. Donc finalement, en conclusion, le bilan à proposer après une perte de grossesse tardive, ce doit être fait à l'occasion d'une consultation dédiée. À l'interrogatoire, ça permet de mieux caractériser les caractéristiques de la femme, de sa grossesse et de la fausse couche. On propose une recherche des anomalies utérines par échographie 3D plus ou moins hystérosono et IRM. Chez les patientes chez qui on diagnostique un utérus cloisonné, on peut leur proposer une section hystéroscopique. Et en cas d'anomalie intracavitaire acquise comme polype, synéchie, fibrome, leur proposer une prise en charge hystéroscopique. Pour ce qui est de la prise en charge de la grossesse ultérieure, vous l'aurez compris, pas de possibilité de trancher de manière certaine dans la littérature. Donc là, je vous propose mon interprétation de la littérature qui est très personnelle et largement discutable. Donc c'est important, si possible, de voir ces patientes en consultation préconceptionnelle, de prendre en charge leurs facteurs généraux, comme finalement pour toutes les patientes, équilibrer leur pathologie chronique, leur proposer un accompagnement pour le sevrage tabagique, la normalisation de leur IMC, si possible un intervalle entre les deux grossesses de 6 mois ou plus. Alors, à qui proposer le dépistage et le traitement de la vaginose bactérienne? Je crois vraiment qu'on n'a pas d'argument pour le recommander chez toutes les femmes. Ça me semble cependant important de le discuter chez les femmes qui ont une fausse couche tardive qui est survenue dans un contexte infectieux ou inflammatoire. Et on attend beaucoup de données françaises avec un essai, je crois, d'une équipe marseillaise qui est prévue sur le sujet et qui, j'espère, permettra d'éclairer sur l'intérêt de cette pratique dans nos pratiques obstétricales françaises. Que proposer aux femmes qui ont un antécédent unique de fausse couche tardive? Si le contexte clinique est très évocateur d'insuffisance cervicale, je pense que c'est licite de discuter avec elles du rapport bénéfice-risque de réaliser un cerclage prophylactique au premier trimestre. Si on décide de ne pas réaliser de cerclage, on peut discuter avec elles de mettre en place un traitement par progestérone vaginale à partir de 16 semaines d'aménorrhée et mettre en place chez ces patientes-là une surveillance échographique du col avec, en cas de raccourcissement du col, un cerclage ou la progestérone. Chez les femmes qui ont 2 ou plus antécédents de perte de grossesse tardive, on peut leur proposer un cerclage prophylactique. Je crois que le PCR a plus de place dans la prise en charge de ces femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Lola. Je vais juste faire quelques commentaires. Je te remercie beaucoup d'avoir souligné les difficultés d'interprétation de cette littérature.
et d'avoir réussi à synthétiser et proposer des pistes de prise en charge. Un petit partage d'expérience sur Toulouse, vu que justement on a mis en évidence qu'il était important de leur proposer une consultation dédiée à celles qui ont un accouchement prématuré très précoce ou une perte fœtale tardive, et de la distinguer de la visite postnatale assez classique qui est faite, dont les patientes pouvaient aussi se plaindre d'être au milieu de salles d'attente avec d'autres femmes enceintes. Donc d'avoir une consultation dédiée pendant laquelle on fait un bilan. Donc on propose une consultation assez longue, de au moins 45 minutes, où on refait discuter toute l'histoire de cette perte fœtale, et on réalise en même temps l'échographie 2D, 3D et l'hystérosono en même temps pour proposer des pistes de prise en charge que tu as discuté pour la prochaine grossesse, pour pouvoir le mettre par écrit. Également, ça permet d'être un peu à distance aussi, d'évaluer l'état psychique, de pouvoir passer des tests tels que le PDS pour les dépressions du postpartum, évaluer s'il peut y avoir des troubles du spectre du psychotrauma ou stress post-traumatique, etc. Et ça, il y a des retours qui semblent plutôt positifs. Peut-être qu'il y aura un intérêt à leur proposer un HDJ également pour les pertes fœtales tardives. Ça rejoint le même ordre d'idées. Ça, c'est une expérience qu'on peut vous encourager à mettre en place dans vos structures. Et deuxième précision qui est importante, quand on récupère le bilan, justement, une nuance qui est régulièrement faite, ou justement non faite, c'est dans l'analyse placentaire. Dans l'analyse placentaire, surtout si elle est bien faite, il est retrouvé régulièrement des lésions inflammatoires du placenta conclues en chorioamniotite. Mais la chorioamniotite histologique révèle un mécanisme plus inflammatoire qui est assez logique quand il y a eu un accouchement très prématuré ou une perte fœtale tardive. Et cette chorioamniotite histologique ne préjuge pas d'un caractère infectieux. Et ça, c'est important parce que beaucoup de pertes fœtales tardives peuvent être classées à tort comme origine infectieuse et donc peut-être vaginose, etc. dans le bilan. Et on est un peu moins attentif à un risque d'insuffisance cervicale. Donc ça, c'est vraiment important, c'est très fréquent et la confusion est souvent faite. Donc c'était quelque chose d'important à préciser. Et juste un petit commentaire, on s'est rendu compte aussi que sur ces patientes-là, finalement, il y avait très rarement un examen bactériologique du placenta qui était demandé. Là, nous, dans notre cohorte, on avait moins d'un quart de patientes qui avaient un examen bactériologique, alors que ça fait quand même partie des étiologies qu'on peut évoquer. Et je crois que si on peut y penser au moment de l'événement, c'est très, très aidant pour que la patiente comprenne et puis pour pouvoir avoir le bilan le plus exhaustif possible, parce qu'effectivement, juste se baser sur le résultat ANAPAT, ça ne permet pas de conclure sur cette histologie. Parfait. Merci. Je crois que ça a généré pas mal de questions. Oui, merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Lola pour ce formidable exposé. Première question, y a-t-il des indications à un karyotype sur un produit issu de la perte de grossesse précoce? Au premier trimestre, tu l'as évoqué, mais quand le faire? Quand le faire, c'est une bonne question. Ça peut éventuellement être proposé. Alors, c'est rarement proposé au moment d'une première perte de grossesse. Après, ça peut se questionner dans les suites pour voir si éventuellement il y a des aneuploïdies qui sont retrouvées. On a des cas on a certaines situations où il peut y avoir des aneuploïdies à répétition alors que les deux karyotypes des parents sont normaux, et donc ça peut permettre éventuellement de mettre en place de proposer éventuellement des prises en charge un peu différentes et adaptées. Voilà, ça peut se questionner, c'est pas fait dans tous les centres parce qu'il faut aussi pouvoir le proposer pour pouvoir le réaliser, etc. Et donc c'est pas facile à mettre en place systématiquement, donc ça peut se questionner éventuellement, mais je connais pas très bien la littérature et les résultats dessus parce que c'est peu fait en pratique. Alors une personne qui te connaît bien, Charlotte, et qui pose des questions sur l'étude du microbiote vaginal ou endométrial dans le bilan des grossesses arrêtées précoces. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, il y a de plus en plus d'études qui se posent la question sur le microbiote. Je pense que c'est des choses qui vont vraiment sortir et pour lesquelles on aura probablement des réponses bientôt. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de recommandations qu'on peut proposer dessus, mais très probablement qu'il y aura des choses autant sur les pertes de grossesse que sur l'infertilité, que sur les bilans d'implantation. Je pense que c'est quelque chose qui va sortir, mais on n'a pas encore de résultats très fiables. D'accord. On a pas mal abordé l'exploration féminine, mais qu'en est-il de l'exploration masculine il n'y a pas que la fragmentation, mais aussi l'échographie scrotale, le bilan métabolique, etc. Le bilan métabolique, on l'a un peu abordé avec le mode de vie finalement. Oui. Et donc, quand j'ai dit reprendre vraiment les habitudes et le mode de vie pour les 2 membres du couple, j'ai vraiment insisté dessus et ça, je pense que c'est vraiment important. La fragmentation de l'ADN, on en parlait. Après, le reste du bilan, faire une échographie scrotale systématique, je ne suis pas sûre que c'est vraiment un intérêt. Alors, peut-être qu'il y a une littérature que je ne connais pas sur le sujet, mais en tout cas, le mode de vie, oui, c'est très important pour les hommes comme pour les femmes. D'accord. Qu'en est-il de l'adénomiose? C'est une thématique qu'on a pas mal abordée, qu'on voit beaucoup abordée dernièrement. Et qu'en est-il de l'adénomiose dans cette problématique de perte fétale prématurée? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Moi, j'ai plutôt l'habitude de la littérature sur l'adénomiose en infertilité. Oui. Alors que là, on a vraiment parlé plutôt des pertes de grossesse chez des femmes qui n'ont pas de soucis pour être enceintes en général. Et ça, des fois, on nous les adresse pour des prises en charge en AMP. Et clairement, il n'y a pas d'indication à une prise en charge spécifique en AMP parce que la grande majorité de ces patientes n'ont pas de problème pour être enceintes. Et nous, c'est ça qu'on prend en charge pour les patientes infertiles. Et donc l'adénomiose en elle-même, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être corrélées aussi à l'adénomiose parce qu'il y a aussi la fréquence de l'âge qui va être impactée, il y a l'infertilité souvent qui va jouer, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses et donc rechercher aujourd'hui une adénomiose, on va le voir éventuellement à l'échographie, oui. Mais je ne sais pas s'il y a des prises en charge spécifiques qu'on peut proposer en préventif chez ces patientes qui sont souvent des prises en charge avec par exemple des agonistes de la GnRH ou des traitements qui vont empêcher les grossesses naturelles. Et donc est-ce qu'il faut les proposer? C'est des questions. Et dans votre HDJ, je reviens sur votre HDJ, parce que ça fait partie aussi des questions qui sont posées. Vous vous basez sur quelle définition finalement du nombre de pertes fétales à répétition? Est-ce que c'est l'échereux? Et dans ces cas-là, c'est vrai que 2 non consécutifs, finalement, ça fait énormément de patientes à explorer. Donc vos HDJ doivent être bien remplis si c'est le cas. Alors, du coup, vous faites comment pour sélectionner les patientes qui vont bénéficier de cette HDJ? Alors, on s'est beaucoup posé la question. Et donc, pour le moment, on est encore à 2 et 18 à 40 ans. Donc, on ne prend pas les patientes de plus de 40 ans. En HDJ en systématique, donc ça limite un peu. Et après, effectivement, on s'est posé la question de changer aussi le nombre d'événements en fonction de l'âge. Et donc peut-être explorer à 2 pour les patientes plus jeunes et puis 3 pour les patientes après 36 ans. Pour le moment, on arrive encore à recevoir toutes les demandes à partir de 2. Donc on y arrive. Et effectivement, peut-être qu'il faudra revoir ces critères si on expose et qu'on n'arrive pas à prendre toutes les patientes en charge. Et qu'elles soient consécutives ou non? Oui, consécutives. Et la limite des 40 ans, c'était pour pouvoir absorber le volume de patientes ou c'est aussi parce que c'est peut-être une orientation vers d'autres types de prise en charge? C'est essentiellement ça, c'est pour pouvoir absorber. Et puis on sait aussi que l'âge est un facteur important et on sait que les patientes de plus de 40 ans ont malheureusement plus de risques aussi de perte de grossesse précoce avec plus souvent des bilans qui vont être normaux parce que c'est l'âge qui va impacter. Et donc dans ces situations-là, on a plutôt tendance à les voir en consultation. C'est juste ces HDJ qu'on ne fait pas, mais bien évidemment on les reçoit, on les voit en consultation, on propose le bilan en externe, etc. Mais voilà, c'est aussi pour limiter et pour pouvoir prendre en charge plus de patients dans cette HDJ-là. Le traitement par progestérone, même sans preuve d'hypoprogestéronémie, qu'en est-il en fait? C'est un peu ce que je disais. Nous, on a tendance à le proposer assez facilement en systématique, notamment parce que quand tout le bilan est normal, c'est difficile de rien du tout proposer aux patientes. D'accord. Et on va le proposer, c'est celui qui a quand même le plus de preuves dans la littérature aujourd'hui, même si les preuves sont surtout à partir de 3 pertes de grossesse et quand il y a des saignements, mais c'est quand même celui pour lequel on a le plus de preuves et qui est relativement facile, pas cher et bien toléré par les patients. Et ça, sans se baser sur le résultat d'un dosage de la progestéronémie, c'était probablement l'objet de la question. Parce que
il faut savoir que le dosage de la progestéronémie en phase lutéale, le dosage de la progestérone, il est difficile à faire, il fluctue en fonction des moments de la journée. Et donc proposer juste un dosage à un moment, on n'a pas de seuil qui a été démontré pour dire qu'il n'y a pas une insuffisance lutéale, etc. Donc non, ça je pense qu'il n'y a pas vraiment d'indication à le poser en systématique. Incidence du sport. Ça c'est pour tout sur... Je pense que plus les patientes ont une bonne qualité de vie, et je suis persuadée qu'une activité sportive peut avoir un impact que positif, je pense qu'on peut le proposer aux patientes pour les accompagner. Oui, justement, après, est-ce que c'est dans le sens inverse? Est-ce que trop de sport peut induire des pertes de grossesse? Alors, des pertes de grossesse précoces, je pense pas. Des pertes de grossesse tardives sur... ça ressort pas dans la littérature, du moins les patientes qui pratiquent du sport. Après, elles ont aussi souvent un meilleur contrôle de leurs facteurs de risque cardiovasculaires, etc. Donc ça participe à leur meilleure santé en général et probablement aussi au meilleur déroulement de leur grossesse. Maintenant, je pense que c'est à pondérer en fonction des symptômes de la patiente, en fonction de son état de stress. Et d'ailleurs, je trouve que chez ces patientes qui ont cet antécédent-là, de toute façon, elles nous demandent rarement si elles peuvent aller faire un match de rugby le week-end. Donc c'est plutôt la question, c'est plutôt souvent celui de l'arrêt de travail qui, lui, je crois, doit vraiment pas être fait de manière systématique chez ces patientes-là quand elles peuvent avoir une activité professionnelle dans un contexte raisonné et correct. Mais est-ce qu'il faut leur dire de pas faire de sport? Non, je crois pas. À l'inverse, il y a des preuves sur le repos strict. Comme quoi c'est néfaste, et pour les deux thématiques, que ce soit pour les pertes fœtales précoces ou les pertes fœtales tardives ou accouchements prématurés, il y a plus d'événements négatifs, donc plus de pertes fœtales en cas de repos strict. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir de nos conseils, y compris, parce que ça fait partie des questions, y compris s'il y a un décollement, un hématome, premier trimestre, etc. Dans ce sous-groupe-là aussi, le repos strict au lit n'a pas montré son bénéfice et à l'inverse, est associé beaucoup plus d'événements indésirables. Donc il ne doit pas et ne doit plus être préconisé. C'est surtout le cocooning finalement qui... Exactement. Alors, ça découle un peu de l'incidence du sport, l'incidence des relations sexuelles. Pareil, ça a été regardé dans la littérature des patientes à qui on a demandé d'interrompre tout rapport sexuel et l'activité sexuelle n'augmente pas le risque d'accouchement prématuré ni de fausse couche, ni sur une population générale, ni sur une population de patientes qui ont des antécédents obstétricaux, ni chez une population de patientes qui ont un col court. Et donc, de très rares contre-indications pendant la grossesse, placenta prévia, rupture prématurée des membranes, etc. Mais il n'y a pas de raison de le contre-indiquer. À l'inverse, on leur parle aussi de la possible culpabilité. Si avoir un rapport est associé à plus de stress et de culpabilité que de plaisir, à eux de voir si c'est vraiment utile. Très bien. Et dans votre pratique, quand tu parles de raccourcissement, de pourcentage de raccourcissement du col, vous faites quoi en pratico-pratique? C'est quel pourcentage? Je trouve que ça fait partie des limites de cette surveillance échographique du col qui, comme quand même pour plusieurs traitements, l'efficacité a surtout été montrée chez les patientes qui ont un col court. Je trouve qu'en théorie, c'est très séduisant de se dire, on va cibler un public plus restreint de femmes et donc en exposer un moins grand nombre aux effets secondaires, etc. Mais en fait, même nous, au sein d'un même service, les pratiques sont assez différentes. Et je crois que le seuil de 25 mm, tout le monde l'utilise. En revanche, le pourcentage de raccourcissement du col, pendant un moment, c'était 30%. Et puis, en fait, ça dépend des praticiens et il n'y a rien qui est uniformisé. Et puis, on sait bien qu'entre deux mesures du col, même fait au cours d'une même échographie, on peut quand même facilement avoir quelques millimètres d'écart. Donc, ça rend ces calculs-là quand même pas très simples à réaliser. Et existe-t-il un intervalle optimum entre une perte de grossesse précoce et la grossesse suivante? Alors que pour les pertes de grossesse tardive, il y a plutôt un délai de 6 mois, pour les pertes de grossesse précoce, il n'y a pas de délai qui est montré. Il est même montré que c'est possible de retenter, alors en fonction du traitement et de la prise en charge de la perte de grossesse. Mais quand c'est des évacuations spontanées qui se sont bien passées, c'est même tout à fait possible de retenter une grossesse sur les cycles d'après sans problème particulier, avec des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de risque. Très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. On arrive
On arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement le docteur Lola Lousser et le docteur Charlotte Sonigo pour leur présentation éclairante et leur contribution précieuse. Merci également au professeur Gerbier et au professeur Tubert pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement et d'organiser ça d'une main de maître pour le CNGOF. Les interventions de ce soir ont permis pas mal de choses et ont mis en lumière de nombreux défis et les avancées aussi dans la prise en charge de ces pertes de grossesse précoce. On a pu bénéficier d'un partage approfondi des connaissances, d'échanges fructueux avec de nombreuses questions. Je tiens également à vous remercier chaleureusement, à remercier tous les participants. Vous étiez encore nombreux ce soir pour votre présence active et nombreuses questions pertinentes qui ont permis d'alimenter le débat. Ensemble, ça nous permet de continuer à échanger, à apprendre et à innover pour améliorer le soutien et proposer un soin encore plus adapté pour vos patientes. Donc merci à tous, merci. Et je vous signale que ce webinaire sera disponible prochainement en replay sur le site du CNGOF. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site du CNGOF pour pouvoir bénéficier en replay et à volonté de ces formidables topos que nous avons eu ce soir. Merci Tous les beaucoup. précédents webinaires sont déjà en ligne sur le site du CNGOF, la rubrique webinar. Et on se retrouve pour le prochain webinaire en septembre, le mardi 10 septembre. 10 septembre. Merci, à très bientôt. Au revoir.